Les mesures et souhaits préfectoraux pour diminuer les accidents de la route. Présidentiel Jean-Vincent Placé prophétise un bon score pour Eva Joly. En Essonne, on veut sensibiliser les personnes à risque pour réduire le nombre d'infarctus. Le dernier convoi de paille pour les agriculteurs corréziens. Le développement, Patrice Arditi. Bonsoir. Pour l'instant, on ne compte pas beaucoup d'embouteillages sur les routes d'Île-de-France pour le début des vacances de la Toussaint. Traditionnellement, il y a malheureusement encore plus d'accidents de route durant ces vacances. Le nombre de victimes augmente donc chaque année. Du coup, les contrôles de police et de gendarmerie sont accrus. Voici le bilan des mesures qui devraient être mises en place d'ici quelques mois dans le cadre justement de la sécurité routière. Claire Colombel. Pendant les vacances de la Toussaint, le nombre d'accidents sur la route connaît un pic chaque année en Essonne. Afin de lutter contre ce phénomène et à l'occasion de la quinzaine départementale de la sécurité routière, qui a commencé mardi, la préfecture met en place plusieurs actions de contrôle et de prévention. Nous avons multiplié les contrôles de toutes sortes, de contrôle d'alcoolémie et de contrôle de la toxicomanie au volant, contrôle des ceintures de sécurité aussi, puisqu'il y a un certain relâchement en la matière, et notamment les contrôles de ceintures de sécurité à l'arrière. Nous avons eu des enfants qui sont morts parce qu'ils n'étaient pas attachés à l'arrière du véhicule. En 2011, 31 personnes ont déjà trouvé la mort en Essonne, un chiffre alarmant. L'alcool et les stupéfiants sont dans la majorité des cas à l'origine de ces accidents mortels. Du coup, l'État impose à partir du 1er décembre aux bars, discothèques et débits de boissons ouverts entre 2h et 7h du matin de mettre à disposition de leurs clients un équipement permettant de vérifier leur taux d'alcoolémie. En Essonne, d'autres mesures devraient être instituées. J'ai écrit à l'ensemble des présidents de communautés d'agglomération et de communautés de communes pour leur proposer un partenariat avec l'État qui consisterait pour ces intercommunalités à mettre à disposition des maires, des communes, des radars pédagogiques, notamment pour les traversées d'agglomération, qui permettront de vérifier la vitesse dans ces traversées d'agglomération. En 2011, le nombre d'accidents sur la route a augmenté alors qu'il était en chute depuis 5 ans. L'objectif pour 2012, passer sous la barre des 1000 accidents et faire de la prévention auprès des jeunes conducteurs, qui représentent 80% des tués sur le département. Maladie des sociétés occidentales, il y a une mauvaise hygiène de vie, l'infarctus ou crise cardiaque touche plus d'une centaine de milliers de personnes chaque année en France. Plus l'intervention est rapide et plus les séquelles évidemment sont limitées. Des urgentistes et des cardiologues essonniens tentent de trouver des solutions pour réduire les délais d'intervention, notamment la sensibilisation des personnes à risque pour qu'elles préviennent elles-mêmes les hôpitaux dès les premières douleurs. Reportage dans le service de cardiologie de l'hôpital Jacques Cartier à Massy. Christophe Garnier. En cas de crise cardiaque, chaque minute qui passe augmente le risque de séquelles. Le cœur se nécrosant petit à petit, le patient risque de souffrir d'essoufflement à vie. Pour réduire les délais d'intervention, des urgentistes essonniens mènent depuis un an des campagnes de sensibilisation du grand public pour inciter les patients à téléphoner au SAMU dès les premiers symptômes, sans passer par leur médecin traitant ou leur cardiologue. L'appel à tout nouvel interlocuteur rallongeant d'environ 1 heure le délai d'intervention. Toute douleur thoracique de plus de 15 minutes chez les personnes à risque devrait être suivie d'un appel au 15. Toute personne qui a des facteurs de risque, cholestérol, hypertendu, tabagisme, surpoids, et qui a une douleur dans la poitrine, doit appeler le 15 avant d'appeler son médecin. On sait même que si on intervient dans la première heure, on va sauver un certain nombre de vies. On dit 80 pour 1000. 80 vies sauvées pour 1000 patients traités. Si on intervient dans la troisième heure, deuxième, troisième heure, on va sauver 60 vies sur 1000. Si on peut intervenir dans la première heure, on peut même ne pas avoir de séquelles du tout. Si on intervient dans les 3 premières heures, c'est déjà très bien. Au-delà de la 6e heure, le bénéfice, il est individuel. Les urgentistes et les cardiologues essonniens mesureront l'impact des campagnes de sensibilisation dans la presse en novembre prochain, après un an d'affichage et de reportage. S'il est négatif, ils devront élaborer de nouvelles stratégies de communication. Chaque année en France, 120 000 personnes sont prises en charge pour l'infarctus. La crise cardiaque étant liée à une mauvaise hygiène de vie, elle est devenue la maladie des sociétés occidentales. Jean-Vincent Placé se dit optimiste quant à un bon score d'Eva Joly à la présidentielle. Le sénateur écologiste de l'Essonne, dans un entretien à 20 minutes, évoque un contrat de gouvernement dans de futures discussions avec le Parti socialiste. Sur la question du nucléaire, on sait qu'Écologie Les Verts réclame un calendrier de sortie. Jean-Vincent Placé se dit combatif sur le sujet, mais optimiste dans la bonne volonté des uns et des autres. Fin de citation.
Est-il utile de rappeler l'affrontement sportif de dimanche prochain qui va opposer une équipe de France à des hommes tout en noir? Si du côté des commentateurs sportifs et d'un point de vue professionnel, on se garde de faire des paris risqués sur une victoire française, eh bien, du côté des supporters ou des simples citoyens comme vous et moi, eh bien, on est plus optimiste que défaitiste. Voilà. Mais vous savez, on ne sait jamais avec l'équipe de France. Hein. Ils sont capables de gagner. Souvent, quand les Français on les sent battus, c'est là qu'ils gagnent. Et quand on croit qu'ils vont gagner, ben, ils perdent. Bon, je pense. Pas de confiance en la France. Pourquoi pas, hein, il suffit qu'ils le veuillent. Hein. Moi, je pense qu'ils peuvent y arriver. Mais bon, c'est une question de volonté. Hein. Je pense pas qu'ils vont gagner. Hein. Parce que c'est les All Blacks. Les All Blacks, c'est Jonas Lemou à l'ancienne. C'est un peu l'Espagne au foot à ces heures-ci, non? Bah, je pense qu'on peut faire vraiment une partie intéressante parce que à chaque Coupe du Monde, on fait toujours un exploit et pour l'instant, on n'a pas encore sorti. Et puis, ouais, je pense qu'ils ont vraiment les capacités pour. Je pense qu'on va faire un bon match. Ça sera serré, mais on peut gagner. Bien sûr, oui. Ah oui. Oui, parce qu'ils sont donnés perdants. Ils sont jamais aussi forts que quand ils sont donnés perdants. Non, vu ce qu'ils font, ils font un match bien sur deux. Alors peut-être qu'on pourrait supposer que comme ils en ont fait un mauvais la fois dernière, peut-être que là il sera bon, mais pas contre les Blacks cette fois-ci. Je savais même pas qu'il y avait une vie dimanche, je sais pas. On se souvient des deux incendies qui, au début de l'été, avaient détruit quelques 400 tonnes de paille à Étampes, de la paille destinée aux agriculteurs corréziens, particulièrement victimes de la sécheresse. Et bien, malgré cela, des convois de paille entre l'Essonne et la Corrèze ont pu être assurés depuis plusieurs mois et pour aider les éleveurs dans le cadre de l'opération Solidarité Paille. C'est aujourd'hui que le dernier convoi est parti d'Étampes. Rappelons que les Essonniens ont cédé cette paille aux Corréziens à un prix défiant toute concurrence, un prix d'amis, assure-t-on. Une maison à présent aux normes du Grenelle de l'environnement de 2020 inaugurée à Verrières-le-Buisson, intitulée Air et Lumière. Cet édifice expérimental est au top en matière de faible consommation d'énergie. Découverte de ce lieu innovant en compagnie de Claire Colombel. Cette maison de 135 mètres carrés dans l'écoquartier de Verrières-le-Buisson sera peut-être l'habitation du futur. Des grandes baies vitrées de tous les côtés, des puits de lumière, tout est prévu pour faire entrer au maximum le soleil. Velux, le constructeur de ce prototype, a travaillé sur deux autres critères, l'énergie positive et l'émission en CO2 neutre grâce à une ventilation naturelle. Nous avons travaillé sur un toit en pente tout à fait particulier qui permet de capter la lumière du soleil quelle que soit l'orientation de la maison. Donc elle pourrait être située dans n'importe quelle orientation, elle sait toujours capter la lumière naturelle. Nous avons travaillé également sur un effet cheminée. L'effet tout à fait naturel qu'on avait il y a très longtemps dans les maisons qui permet de ventiler de façon naturelle la maison. Parce que ce qui compte en finale, c'est qu'on puisse prendre possession de sa maison en ayant un vrai plaisir de vie à l'intérieur. Cette démarche, plus poussée par rapport aux maisons à énergie positive déjà construites, répond aux attentes du Grenelle de l'environnement de 2020. Le Grenelle a prévu deux étapes. On a une première étape en 2012 avec des maisons qu'on appelle basse consommation, c'est-à-dire qui consomment peu d'énergie. Et puis ce qu'on espère arriver en 2020, c'est justement des maisons comme celle-ci qui en réalité sont à énergie positive, c'est-à-dire qu'elles consomment moins d'énergie qu'elles n'en produisent. L'intérêt, bien évidemment, c'est à la fois en termes d'économie d'énergie, c'est aussi un intérêt économique pour ceux qui l'habiteront, bien évidemment. Une famille va bientôt habiter cette maison expérimentale et découvrir les qualités et défauts s'il y en a. Toutes ces informations seront analysées au fur et à mesure par le constructeur afin de créer dans le futur des habitats parfaits. Voilà pour l'essentiel. Merci de votre fidélité.